Les distributeurs prennent trop de marge, ils dictent leurs règles, ils étouffent les petits producteurs, vous avez forcément déjà entendu ça. Mais est-ce que c'est vrai? Et surtout, est-ce que c'est aussi simple? Aujourd'hui, pour la première fois dans l'émission, je donne la parole à un distributeur. Bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié au branding et au marketing des marques de boissons, bières, vins et spiritueux. Je suis Ludovic Mornan et cet épisode est sponsorisé par mon agence Studio Black Sounds, une agence spécialisée en identité de marque et packaging pour la filière boissons. Si vous voulez vous aussi sponsoriser l'émission et toucher les décideurs de votre filière, envoyez-moi un mail à contact@superpotion.fr. Aujourd'hui, je reçois David Zilberbogen, président du groupe Millet, un acteur historique de la distribution de boissons en France. On va parler d'un sujet qui fait débat dans la filière. Les distributeurs sont-ils un intermédiaire indispensable pour une marque de boisson en 2026? Contrat brasseur, logistique, accès au CHR, marge, marque propre, on met tout sur la table. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast ou à la chaîne YouTube de Super Potion et laissez 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Place à l'épisode. Aujourd'hui, un sujet qui va plaire à énormément de monde parce qu'on va parler distribution. La distribution, c'est le nerf de la guerre quand on possède une marque de boisson. Et pour cela, j'ai le plaisir d'inviter David Zilberbogen. Salut David, Bonjour. comment vas-tu? Très bien. J'avoue que je suis curieux de voir où va nous emmener cet épisode sur la distribution en CHD, effectivement. Carrément. Eh ben, pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement nous dire qui tu es, dans quel groupe tu travailles et au final comment on devient président d'un tel groupe de distribution de boissons? Ok. Donc, je préside effectivement Groupe Millet, qui est un grossiste en boissons d'Île-de-France, qui est une entreprise familiale qui a été montée par mon grand-père. Et donc, je représente la troisième génération aux commandes depuis assez peu de temps finalement. Ça reste effectivement un vieux métier que ma famille assure depuis maintenant effectivement depuis 1957. Donc voilà, Ok, c'est une vieille activité. Et comment on devient président? Bah, ça fait pas loin de 30 ans en fait que je travaille dans l'entreprise à différents rôles, différentes missions et on va dire que c'est une forme de prolongement et d'aboutissement. d'accord. Et qu'est-ce que tu as fait avant ça? Tu as travaillé exclusivement dans le monde de la boisson? Euh, En fait, j'ai commencé très vite après mes études. En fait, j'étais en Espagne. Je suis parti à l'armée parce qu'à l'époque, il y avait encore le service militaire. Et au sortir du service militaire, j'ai décidé d'entrer dans l'entreprise familiale pour 5 ans à l'époque, qui s'est terminé, enfin ce qui est toujours d'actualité encore aujourd'hui. Donc, comme tu peux le constater, les 5 ans se sont transformés en 29 maintenant, 29 ans. Et du coup, dans ton enfance, tu as toujours baigné dans la boisson? Ah oui, moi l'entrepôt de boissons, il était en face de mon collège. Donc de toute façon, déjà à partir de la 6e, j'y étais tous les soirs, ne serait-ce que parce que je sortais de l'école pour y être. Et tous les jobs du samedi, typiquement, enfin en gros, pour avoir son argent de poche, ça se faisait notamment en travaillant dans l'entreprise. Alors dans les métiers un peu emblématiques que j'ai pu avoir de l'époque, c'était trier les caisses de vide. Donc on récupère le fût des caisses, on trie des bouteilles qui sont mal placées. Enfin, ça fait partie du job encore aujourd'hui. Mais à l'époque, il fallait le faire. Donc en tant que jeune à cette époque-là, on pouvait mener ce type de mission, trier les factures, appeler les clients pour prendre leurs commandes. Ce sont des classiques que en tout cas dans ma famille, historiquement, les enfants ont fait très jeunes. Voilà. Ok. Et du coup, t'es le seul aujourd'hui de la famille ou vous êtes quand même plusieurs à travailler chez Millet? Ah! Et écoute, mes parents ont quitté l'entreprise, ont pris leur retraite il y a maintenant quelques années. Mon oncle et ma tante, qui étaient aussi investis dans l'entreprise, ont fait la même chose, il y a quelques mois, pour la dernière. Et en fait, nous sommes 3 de ma génération qui travaillons dans l'entreprise. Donc, 2 cousins à moi, donc David Zilberbogen, moi, Grégory Sandrin et Sidonie Duloum, qui sont respectivement directeurs des achats et directeurs RH Supply. Et donc, de la même manière que je suis investi effectivement dans le développement et l'indépendance de Groupe Millet, on est tous les trois en fait animés de la même passion.
OK, top. Ah bah, ouais, c'est sûr que une entreprise familiale, bah, ça passe ou ça casse, hein, et là, ça passe plutôt bien, j'ai l'impression. Jusque-là, Heu, ça va. top. Jusqu'ici, tout va bien. Le groupe Millet en chiffres, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la zone géographique, du nombre de références, du type de client? Bien sûr. Alors, Groupe Millet aujourd'hui, c'est surtout un entrepôt principal qui est à Créteil, donc en Île-de-France. On développe une activité autour de 4 à 4 500 références qui sont stockées en fixe. On adresse environ 3 500 clients donc en Île-de-France. Une D'accord. grosse partie sur Paris, Paris Centre, enfin en tout cas Paris Ville, et environ une vingtaine de pourcents qui se situent en première ou deuxième couronne. On adresse une dizaine d'univers différents. Le métier historique le plus fort, c'est celui de bière en fût. En tout cas, tout ce qui OK. est la livraison de fûts, en tout cas de bière et d'autres boissons maintenant. Et ensuite, on a des univers produits comme les spiritueux, les vins, les BRS et des boissons rafraîchissantes sans alcool, enfin le lait, le sirop, voilà. Tout ce qu'un restaurateur ou un patron de bar aurait besoin de pouvoir avoir derrière son comptoir pour servir et animer sa clientèle. OK. Donc, restaurateur et patron de bar, c'est ta niche à toi? En tout cas, oui, tout ce qui est ce qu'on appelle la CHR, donc café, hôtel, restaurant, avec pour l'essentiel, effectivement, nous, la clientèle qu'on adresse le plus particulièrement, ce sont effectivement les bars et les restaurants, bars, brasseries, restaurants, effectivement. Quelques restaurants ou bars d'hôtel, mais en fait, on en revient à la définition initiale, qui est celle, effectivement, de bar, brasserie, restaurant. OK. Et quelle est la spécificité de Millet par rapport à d'autres distributeurs? On a tendance toujours à considérer que l'offre boisson caractérise le point de vente. Donc on croit que l'offre, en tout cas que la carte boisson d'un point de vente doit correspondre à l'ambiance qui est voulue par le patron. Et donc à ce titre-là, on s'efforce de présenter ou de proposer des produits qui correspondent à une palette de concepts et d'ambiances très variées. Ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de produits différents. Parce qu'effectivement, de fait, les restaurateurs ont beaucoup d'idées de concepts et d'ambiance qu'ils veulent développer. OK. Donc c'est plutôt dans le nombre de références que vous vous démarquez? Oui, le nombre de références, je pense, on est connu effectivement pour être plutôt, sensible à l'innovation et donc plutôt volontaire dans les produits, innovants et les marques, nouvelles. Donc ça fait de nous, je pense, un des acteurs les plus impliqués dans les nouveautés et dans le déploiement de nouveautés ou de nouvelles marques ou de nouvelles lignes de produits au sein de la restauration parisienne, enfin D'accord. francilienne. OK. On va parler un petit peu du métier de distributeur et notamment en 2026. Pour quelqu'un qui se lance dans la boisson et qui connaît pas vraiment le circuit, c'est quoi concrètement le rôle d'un distributeur aujourd'hui pour toi? Pour moi, le métier, en tout cas, le rôle que j'ai dans l'écosystème, c'est celui d'acheter en fait des palettes de marchandises à un producteur, que ce producteur soit industriel, régional, craft, local, peu importe. En fait, c'est lui acheter en gros des marchandises et de distribuer ces marchandises à des clients café, hôtel, restaurant, dans un colisage plus petit, à savoir les caisses ou les bouteilles, en fonction en fait des produits. Aujourd'hui, typiquement, si je prends un exemple un peu, schématique, c'est que je vais acheter des semi-remorques, ou en tout cas des camions complets chez Coca-Cola. Ensuite, je vais vendre des caisses de Coca-Cola aux restaurateurs qui vont les servir à leurs clients. Puis récupérer en fait, ces emballages vides, les regrouper pour les réassembler en palettes vides et pour les renvoyer vers l'industriel pour laver les bouteilles et les faire et refaire un cycle. Ça, c'est l'essence de mon métier au sens dans sa version, dans son approche la plus classique. OK. Et qu'est-ce qui est le plus dur? Livrer la palette, pleine ou vide? Ah, clairement, le plein, c'est quand même toujours le plus lourd, le plus pesant. Donc, pour nos équipes, c'est quand même toujours le plus difficile. Maintenant, la gestion du retour, donc ce qu'on appelle la reverse logistique, aujourd'hui, mais qui a toujours été donc le retour consigne chez nous. En fait, c'est un exercice très complexe parce que ça veut dire reprendre des emballages un peu éparses chez un restaurateur, reconnaître les bouteilles qui vont de l'un à l'autre parce que on n'a pas toujours les bouteilles de Coca dans les caisses de Coca. On va avoir des variétés, enfin, ça peut être parfois un peu exotique. Et donc les équipes, en sont amenées à devoir identifier les produits dans les caisses, trier les caisses, assembler les caisses en palettes et donc ça amène à effectivement à des exercices logistiques, techniques, plutôt techniques, oui. OK. Et qu'est-ce Il qui faut aurait comprendre chan qu'aujourd'hui, tu vois, en nombre de références, consignées, par exemple, on est à plus de
Sans dire de bêtises, voilà, on doit avoir 5, 6, 7, je pense, pas loin d'un petit millier de produits qui sont, qui sont distribués sous forme de consigne, donc d'emballage retour. Et donc, pour chacun de ces produits, il y a une trajectoire, un groupage à faire, une concentration des palettes, puis ensuite une préparation des camions retour. Donc, ça représente effectivement une complexité importante. Ok. Et d'ailleurs, j'ai vu sur votre site internet, il y avait la livraison en vélo cargo. Ça m'intéresse parce que j'ai des Ouais. amis qui font ça sur Lyon. Est-ce que, Ouais. enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces vélos cargo? Quelle est la masse ou le poids qu'ils peuvent supporter? Et à quel moment de la chaîne vous les utilisez? Et nous, en fait, on les utilise encore ce qu'on appelle en cross-dock, c'est-à-dire qu'en fait, on va acheminer un ensemble de marchandises qui sont prévues pour être livrées par les vélos à un point donné, géographique, dans la zone de livraison. Et ensuite, des vélos viennent récupérer chacun une partie, ou en tout cas une commande individuellement, et vont les acheminer jusqu'au restaurateur. Pour moi, il y a 3 avantages. Le premier, c'est que ça permet de pouvoir aller dans des endroits dans lesquels le poids lourd peut difficilement passer, ou à des contraintes de livraison qui sont pas adéquates, qui sont pas calées avec les horaires d'ouverture. Un grand classique, c'est que nous, on livre plutôt tôt le matin et qu'on a des points de vente qui sont ouverts dans l'après-midi ou le soir. Et donc, pour les livrer, le meilleur moyen, c'est encore d'avoir un intervenant intermédiaire qui vient récupérer les marchandises et pour les acheminer jusqu'au point de vente. Pour ce qui est en fait des vélos cargo, une des caractéristiques, c'est que la structure des vélos maintenant leur permet de pouvoir soutenir 300 à 400 kilos, ce qui devient quand même déjà une quantité, on va dire raisonnable, pour pouvoir livrer de la marchandise. Bon, après, dans notre métier, dès lors qu'on rentre dans la logique des bières en fût, on limite drastiquement les capacités de livraison de bières en fût. Mais par contre, pour tout ce qui est spiritueux, vin, soda, ce qu'on appelle maintenant les SPA, les sodas pour adultes, typiquement, ce sont des produits sur lesquels le poids n'est pas trop limitatif pour un vélo. Et donc, on peut livrer dans ces conditions-là, notamment par exemple tout ce qui est coffee shop, bureau cantine d'entreprise, qui peuvent potentiellement être intéressés aussi par ce genre de produits qu'on ne trouve pas partout. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ces 10 dernières années dans la distribution? Comment tu vois le paysage? Tout a changé dans la distribution, c'est un truc de fou. La vie a changé, les conditions de circulation ont changé, les conditions d'emballage des produits ont changé, la réglementation a changé, enfin, en fait, tout a changé. On peut déjà considérer qu'il y a eu un avant et un après Covid, dans les comportements et dans les changements structurels que ça a pu apporter. Dans les changements les plus immédiats et visibles, c'est que les mix produits ont totalement changé entre avant le Covid et après le Covid. On s'est retrouvé avec des produits qui fonctionnaient précédemment et qui avaient perdu, entre guillemets, leur mojo ou leur dynamique après, et des produits qui sont sortis. Lesquels, par hasard? Tout ce qui a été, par exemple, tout ce qui est, encore une fois, voilà, tout ce qui est soda pour adultes. Ce que j'entends par là, ce sont des produits qui sont plutôt adressés pour les adultes, qui ne sont sans alcool, mais adressés pour les adultes. Existaient précédemment, mais n'avaient pas valeur de référence, ou en tout cas n'étaient pas nécessairement toujours présents. Alors aujourd'hui, tout ce qui est bière sans alcool, tout ce qui est spiritueux sans alcool maintenant, soda élaboré, toute cette partie-là aujourd'hui, ça a, je vais pas dire explosé, mais en tout cas est montée en puissance et en présence dans beaucoup de points de vente, là où avant elles avaient pas leur place. Et inversement? Inversement, dans les produits qui ont baissé, je trouve que la bière en fût, qui était quand même un produit qui était assez moteur avant le Covid, a perdu, enfin la bière en général même, a perdu un peu de son énergie après le Covid. Plusieurs raisons. Toute la partie export qui était très importante, import qui était très importante historiquement. Moi, je me rappelle d'une époque où on importait des bouteilles de bière qui arrivaient de Pologne ou d'Europe de l'Est ou de pays vraiment, en tout cas d'endroits qui étaient loin. Et donc ça s'est très vite arrêté. Pour moi, il y a 2 raisons par rapport à ça. D'une, la création locale s'est beaucoup améliorée, et donc pour le coup, la production locale, c'est vraiment a fait de réelles performances en fait gustatives. Donc on n'avait plus besoin d'aller chercher très loin ce qui se produisait à proximité. Et puis un problème de transport, c'est que le coût de transport avant le Covid était d'une variable qu'on pouvait encaisser ou qu'on pouvait soutenir sur le prix d'une bouteille. Au sortir du Covid, on s'est retrouvé avec des coûts de transport qui avaient tellement augmenté qu'on ne pouvait plus porter X centimes sur une bouteille. Les gens n'étaient plus prêts à payer aussi cher en fait pour acheter un produit exotique. Ok.
Est-ce que tu verrais d'autres choses qui ont drastiquement changé? Drastiquement, il y a un retour sur la consigne et tout ce qui est, en fait, emballage, consigné qui est d'abord surtout dû, en fait, à des problématiques réglementaires. En fait, aujourd'hui, la loi exige des producteurs, en fait, de se positionner sur des produits ou sur des emballages qui soient des emballages, comment dire? Réutilisables, pour reprendre le terme, et donc ça amène à des logiques, des nomenclatures d'emballage qui ont changé de manière assez importante. Les produits ont été taxés, de la même façon que les bières pouvaient l'être, enfin, en tout cas, ou que les spiritueux. Donc, le coût du «sucre» entre guillemets dans les boissons a augmenté, avec une variation dans les recettes, qui fait qu'on change de recette, tous les ans, sur les produits. Au fur et à mesure, en fait, de la montée en puissance des taxes, les recettes évoluent. Donc ça amène à beaucoup de changements. Il faut savoir que nous, en tant que grossistes, on a une obligation réglementaire, en fait, au niveau des douanes, des contributions indirectes, et donc on est amené, sur chaque, mouvement de produit soumis à taxation, particulière, on est censé enregistrer le mouvement comment dire? Et faire le prélèvement des taxes, au titre du restaurateur, et donc de gérer, de superviser ce mouvement comme un entrepôt sous douane, en fait, dans des conditions assez proches de présentation et de description. Donc à chaque fois que la recette change, pour nous, c'est un nouveau produit. Quelque part, le consommateur, lui, voit toujours, on va dire que, le packaging, ou en tout cas le marketing, n'aura pas nécessairement changé sur le produit. En revanche, sa recette ayant changé, ça amène pour nous, en fait, une ouverture de produits différents, un apurement du stock précédent, un nouveau stock, et bon, beaucoup de complexités, en fait, qui sont liées à cette partie fiscale. OK. Ah oui, c'est intéressant. J'avoue que c'est les coulisses, mais Ah Mais c'est ouais, intéressant de le savoir, ouais. Ouais. J'aimerais bien jouer un petit peu l'avocat du diable bien sûr. sur les réseaux, dans les salons craft. On entend souvent que les distributeurs prennent trop de marge, ils décident un peu de qui vit ou qui meurt, qu'ils étouffent un petit peu les indépendants. Euh, Est-ce que tu as conscience de cette perception dans la filière et qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Ah, le grossiste bashing, enfin le brasseur bashing. Oui, soyons clairs, je l'entends ou je l'ai entendu à plusieurs reprises. D'abord parce que j'écoute, avec beaucoup de, comment dire? Le podcast que, par exemple, que tu proposes, ou d'autres, et je me rends bien compte effectivement que le rôle de grossiste est souvent vu comme étant, un frein sur un développement territorial, ou en tout cas souvent, pose des problèmes entre guillemets au développement d'acteurs artisanaux ou locaux qui veulent se développer et qui y voient, en fait, un blocage. Heu il est bien évident qu'on est sur un territoire qu'on partage. Nous, aujourd'hui, on partage le territoire, de l'Île-de-France, avec énormément de grossistes et énormément de producteurs qui veulent avoir une distribution, enfin, en tout cas, distribuer par eux-mêmes leurs produits. Donc là-dessus, si tu on est sur un territoire qui est partagé. Il faut avoir conscience de ça. Peut-être encore plus à Paris qu'en région, parce qu'on a ce côté où tous les acteurs veulent prouver à Paris ou démontrer à Paris que leur produit a du sens, et y développer, en fait, un courant d'affaires. Hem il y a 2 approches, ou en tout cas, il y a 2 écoles dans mon métier que je reconnais. Il y a ceux, effectivement, qui voient le producteur comme un partenaire avec lequel on co-développe, ou en tout cas on anime un territoire, et ceux qui voient le producteur, comme étant, en fait, une personne à laquelle on vend le service de la distribution. Voilà, il y a deux philosophies différentes. Nous, on a pris le parti de travailler en co-animation ou en co-développement avec les producteurs, et c'est une approche qu'on a ouverte il y a très longtemps, notamment en commençant avec les bières, et qu'on a poursuivi avec d'autres producteurs sur d'autres univers. Mais je sais que la deuxième école existe. Mais il faut aussi contextualiser, les raisons pour lesquelles les grossistes, ont une position, comme celle-ci au niveau des producteurs lorsqu'ils viennent les voir pour leur proposer leurs innovations. C'est que déjà d'une, beaucoup d'acteurs locaux, lorsqu'ils existent sur leur territoire, veulent s'assurer de leur propre distribution, et donc deviennent techniquement des concurrents du grossiste local. Et à un moment, on reste sur un ensemble de points de vente qu'on peut distribuer, et donc potentiellement on peut être effectivement en concurrence sur une ligne, ou sur un ensemble de produits. Il y a aussi un point qui est important, c'est que les grossistes, en tout cas les brasseurs au sens distributeur et les brasseurs au sens producteur, co-investissent pour installer un point de vente. Lorsque je dis installer, ça veut dire qu'en fait on vient financer à son ouverture, ou dans le cadre de son existence, sa terrasse, son tirage pression tout particulièrement. Le contrat Des éléments brasseur, qui c'est ça? sont exactement le contrat brasseur, qui est la contrepartie de l'investissement initial. Il faut avoir conscience qu'en fait, le contrat brasseur, c'est pas juste un objet, enfin un contrat qui s'impose comme ça. Il est la conséquence d'un investissement financier qui a été fait au préalable.
Et ce point-là, c'est souvent un point qui est oublié. C'est qu'en fait, on se rappelle du contrat qui dure 5 ans, avec toutes les contraintes qu'il impose et les freins qu'il impose, on va dire, à la concurrence, à la saine concurrence. Mais au départ, lorsqu'il a fallu installer le tirage pression, quand il a fallu installer la ligne du comptoir, le froid, l'arrière-comptoir, le store, la terrasse, et l'ensemble des éléments qui permettent au point de vente d'exister, le point de vente était content d'avoir ce soutien supplémentaire au moment de l'ouverture. Et donc, c'est une contrepartie enfin, en tout cas, voilà, ça vient en contrepartie d'un investissement financier qui a été fait et d'un accompagnement dans le temps. Alors, évidemment, un tirage pression, c'est comme toutes les machines du monde, il faut les maintenir, il faut assurer les contrôles sanitaires dessus pour s'assurer qu'elle est dans de bonnes conditions et en assurer les dépannages quand c'est nécessaire. Le rôle du distributeur, c'est agit donc de brasseur, distributeur, comme souvent on le décrit dans le métier, c'est aussi cette partie-là. Et pour s'assurer que cette partie-là se passe bien, il faut en effectuer les éléments. Il faut partager le coût que ça représente. Certains acteurs locaux ont tendance à oublier que ils utilisent une part du matériel et que cette utilisation mérite d'être financée, ou en tout cas de son entretien et sa maintenance, sa sanitation soit financée. Cette partie-là, souvent, est un cas de litige, ou en tout cas de débat autour de l'animation d'un point de vente. Et puis, ça s'inscrit dans le temps, parce que, évidemment, lorsque le point de vente ouvre et qu'il a besoin effectivement de cette aide, il le fait en contrepartie, en fait, d'un achat de marchandises qui s'étale sur une durée déterminée. Et donc, cette durée, elle est contractualisée. Et c'est là, effectivement, qu'on se retrouve que plusieurs années plus tard, on a peut-être tous oublié la terrasse ou le tirage pression qui a été mis en place, mais la vérité économique de l'investissement que ça représente, elle demande du temps pour être amortie. Ok. Et est-ce que quand on fait un contrat brasseur avec vous, on a le choix de mettre un pourcentage de bec de notre ressort, enfin, si on a des amis brasseurs, brasseuses, si on a envie de mettre un bec de sans alcool, de la hop water, n'importe quoi, un soda craft, etc. Est-ce que vous laissez la possibilité par pourcent ou par un bec sur 5, je sais pas, de choisir une autre boisson locale, j'ai envie de dire? De toute façon, déjà, nous, le principe d'avoir des produits locaux présents, c'est quelque chose qui déjà est existant dans notre gamme. Mais imaginons que, par exemple, le point de vente ait envie d'avoir d'autres produits. Rien n'empêche que l'investissement soit fait à la hauteur, ou en tout cas au prorata, de ce que l'un livre et par rapport à la liberté que va avoir l'autre. En fait, on n'est pas sur quelque chose d'obligatoirement, comment dire, en tout cas, le cadre dans lequel ça s'inscrit, c'est le cadre de l'ouverture ou de l'animation d'un point de vente. Le débat et la discussion, qu'elle soit entre la finance et la liberté disponible, elle se fait entre les deux parties. Ok. Oui, mais Il faut savoir, en fait, c'est qu'en fait, on n'est pas nécessairement sur deux parties, on est même sur trois parties, puisque dans les faits, il y a souvent un brasseur au sens industriel ou un brasseur au sens régional, parce que beaucoup de brasseurs régionaux maintenant co-investissent aussi, viennent apporter une part de financement. Donc, ils viennent prendre une part de financement pour s'assurer que leur produit sera distribué dans ce point de vente. Ok. Ouais, bah ça fait sens, c'est sûr. Et après, tu sais, quand je reprends l'histoire du métier, avant, on avait tous les bars, traditionnellement, avaient un bec de limonade. Très peu de brasseurs font de la limonade. Aujourd'hui, les choses changent, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, c'était bien la démonstration qu'il pouvait y avoir un bec dont le rôle n'était pas un bec de bière, c'était un bec de limonade. Et même chose, on a toujours assuré l'eau fraîche, en fait, sur un tirage pression. Typiquement, cette partie-là existait depuis toujours. Elle n'a pas été encadrée ou bloquée ou interdite par les brasseurs. C'est donc bien la démonstration que le brasseur industriel, au sens le brasseur producteur et le distributeur qui viennent soutenir un point de vente dans son ouverture, le font avec une intelligence, parce qu'ils déjà à l'époque, et je parle de ça il y a de nombreuses années, il y avait des opportunités ou des ouvertures de champs qui permettaient à un acteur, la limonade, ou à d'autres d'être présents. Ok. Et est-ce qu'au final, un distributeur a vraiment le pouvoir de faire ou défaire une marque? Ça existe, ça? J'ai du mal à le percevoir de cette façon. Mais après, le marché parisien est très particulier parce qu'on a une forme de saturation de marque très importante. Donc, une marque existe, n'existe pas. Je pense qu'en province, on n'a peut-être pas la même vision des choses. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, une marque a une force à apporter
mais que cette force a incarné, en tout cas, souvent le producteur est important dans l'incarnation de sa marque, mais elle est clairement, par contre, accélérée ou boostée par l'enthousiasme ou l'accompagnement du distributeur qui va démultiplier le message. Donc, je dirais, est-ce que le vie est de mort, ça me paraît un peu exagéré. Mais par contre, d'être un booster ou d'être comment dire, un démultiplicateur de l'effort de la marque pour exister sur un territoire, oui, bien sûr. Et Ouais, quelque dans part, tous c'est les ce qu'on cas, revendique. oui. Plus on est présent, plus on est Bien possiblement sûr. vendu, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut Le grand classique, démystifier? si tu veux, pour reprendre à ça, c'est typiquement ce qu'on appelle, tu sais, les tournées d'accompagnement. Donc, très souvent, en fait, quand on ouvre ou quand on lance une marque, il y a un moment où le producteur vient avec les commerciaux du distributeur ou le distributeur dans les points de vente pour expliquer, contextualiser le produit, pourquoi est-ce qu'il est pertinent, etc. Il est bien évident que lorsque les commerciaux du distributeur ont entendu pendant toute la journée, si tu veux, le message qui a été véhiculé par le producteur, ils sont à même de le répéter, si tu veux, à d'autres occasions. Donc, on est sur de la transmission, entre guillemets, indirecte. OK. Et est-ce qu'on pourrait, démystifier un petit peu la marge du distributeur, en parler un petit peu plus, concrètement? Qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce qui se fait dans le milieu? Qu'est-ce que tu trouves bien, moins bien? Enfin, en tout cas, voilà, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Bah, on peut en parler, mais après, c'est les pourcentages ou les chiffres, ça va être très, très difficile parce que je pense qu'il y a énormément de variations autour de ça. Mais de toute façon, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que la distribution prend beaucoup d'argent, ou en tout cas beaucoup de parts de valeur pour son métier, parce qu'en fait, il y a plusieurs rôles à assurer. Comme on le disait tout à l'heure, il y a effectivement le fait d'acheter de la marchandise, parce que pour le coup, lorsque le grossiste vient, il achète la marchandise au producteur. Et donc, déjà, à ce titre-là, nous, en fait, on avance l'argent de ce qui va être vendu plus tard. Il y a déjà cette partie-là. On stocke la marchandise. Ensuite, on va la préparer pour la commande du point de vente. On va l'agréger sur un camion, la mettre sur un poids lourd et la livrer et s'assurer de l'encaissement. Donc, en fait, si je reprends du point de vue du producteur, j'ai payé d'avance ce que moi, je serais payé plus tard par le restaurateur quand il aura vendu la marchandise, enfin, quand il m'aura acheté la marchandise et qu'il me l'aura payé. Et s'il l'achète aussi? S'il l'achète, exactement. Donc, quelque part, la part de risque de dire, bah, c'est moi qui ai acheté la marchandise et je prends le risque de l'écouler ou pas, c'est une prise de risque, effectivement, que prend le grossiste ou le distributeur. À côté de ça, tu as d'autres éléments. On parlait tout à l'heure de l'investissement. Donc, demain, hein, on doit être capable, sur un point de vente qui ouvre ou sur un projet ou une promesse de point de vente qui va ouvrir, d'investir ou en tout cas de mettre de l'argent dessus pour être sûr qu'il soit dans les bonnes conditions pour livrer, pour servir frais, pour la partie bas de barre, par exemple. Tirage pression, donc à la bonne température, la bonne saturation, dans des conditions d'exercice correctes, avec la verrerie ou en tout cas la PLV qui sera adaptée ou en tout cas pertinente pour le produit en question, le tout sur une terrasse qui aura été aménagée. Bon, je te fais la grande, tu vois, le panel large. On n'est pas Mmh. obligé de faire toutes les parties, mais on participe quand même de chacune d'entre elles. Et donc cette partie-là aujourd'hui, c'est de l'avance, c'est de la prise de risque à l'avance. Rien ne garantit que le point de vente qu'on va ouvrir aujourd'hui va pas planter en fin de saison, en fait, sur le principe. Donc cette prise de risque-là et cette capacité à pouvoir adresser, être sûr que ce point de vente serve dans les meilleures conditions, c'est un investissement que le grossiste fait par anticipation par rapport au producteur. Et donc, c'est aussi cette garantie qu'on apporte au producteur, quelle que soit sa taille, de lui dire que l'ensemble des points de vente ou la majorité des points de vente qu'on adresse sont des points de vente dans lesquels le tirage pression est correctement réglé, qu'il a été maintenu dans les bonnes conditions, on va dire qu'il a du CO2 pour avoir un taux de saturation correct, et donc que le service de la bière, on a mis toutes les conditions possibles pour que le service de la bière soit dans les meilleures conditions, et donc que son produit soit exprimé dans les meilleures conditions. C'est applicable pour la bière en pression, c'est applicable pour toutes les autres boissons en tirage pression, mais c'est aussi applicable pour tout ce qui est servi frais. On est souvent les premiers défenseurs du perfecteur, à savoir comment est-ce qu'on sert un produit, de quelle manière on l'assemble, quels sont les bons ingrédients pour faire un bon cocktail ou un mocktail. Voilà, toute cette partie conseil et accompagnement, elle est l'essence, on va dire, en tout cas, elle est une partie importante du rôle des commerciaux. OK. Ouais, c'est vachement intéressant. Et après, on a aussi un pan où on voit certains distributeurs devenir des producteurs, Mmh. qui créent, au final leur propre marque, voire, racheter, des brasseries. Est-ce que là, il n'y a pas un conflit d'intérêts direct avec les producteurs? Alors je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais voilà, Voilà. en tout cas, comment on se positionne, à ce niveau-là? Voilà, et nous, donc nous, groupe Millet, on a pris le parti de ne pas investir dans la production
considérant que notre rôle, c'est d'abord de choisir la meilleure boisson par rapport aux besoins qu'on a identifiés en clientèle. Donc, on est plutôt des acteurs de la sélection produit et de l'indépendance de la sélection, plutôt que des acteurs de l'investissement dans la production. Mais je sais que c'est une position qui est plutôt rare, en fait, dans mon métier. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ont investi dans la production. Dans l'absolu, aujourd'hui, on est capable, nous, en tant que grossistes, d'identifier les besoins ou des tendances qui existent. On ne trouve pas toujours le produit qui correspond. Il n'y a pas toujours, en fait, quelqu'un qui, au titre d'une marque ou au titre d'une capacité de production, a adressé un besoin. Et donc, dans ces cas-là, on se retrouve à avoir des attentes qu'on n'arrive pas à satisfaire avec les producteurs avec lesquels on bosse. Je peux comprendre que certains prennent le pas en disant, bah, si personne ne peut adresser ce besoin, bah, je vais le faire moi. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, de devenir producteur. Et c'est un peu ce que je vois moi ou ce que j'observe, c'est que beaucoup de personnes s'essaient en fait à la production de boissons sur les territoires. Tous n'y arrivent pas. Mais lorsque un grossiste trouve que l'idée était pertinente ou qu'il a une idée qu'il voudrait produire et qu'il trouve un outil de production pour le faire, ils investissent pour le faire et l'adresser. Manifestement, s'ils ont été produire une boisson destinée à adresser un besoin, c'est qu'ils n'avaient pas préalablement trouvé quelqu'un pour le faire auquel ils pouvaient l'acheter pour la revendre. Donc pour moi, on n'est pas sur une concurrence exacerbée, on est plutôt, pour moi, sur une expression d'un besoin qui a été identifié et sur lequel il fallait répondre. Ok, ouais, bah avec toutes ces startups qu'on voit se lancer, popper, etc., je me dis, il y a forcément une boisson quelque part qui a atteint un besoin. Et au final, est-ce qu'il y a besoin de temps? C'est tellement saturé, donc est-ce qu'il y a besoin de temps de boisson pour faire plaisir au conso final? Alors, les consommateurs finaux ont beaucoup évolué dans leur volonté de découverte. On a eu pendant une période des gens qui rêvaient de découvrir des boissons exotiques, particulièrement sur les bières, ça s'est vu de manière assez évidente, où en fait on voulait goûter plein de choses, on voulait découvrir des goûts, des parfums, des puissances aromatiques qui étaient parfois même à la limite du difficile à déguster. Mais les gens étaient curieux, en fait, il y avait ce besoin. Et donc, on a eu besoin effectivement d'une explosion de saveurs et de recettes qu'on a pu observer sur les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, ça s'est quand même bien calmé. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que certains besoins fondamentaux avaient été oubliés pendant un temps. C'est-à-dire que la bière de soif, c'est celle qui désaltère en terrasse, basique, l'essence même de la bière pression qu'on peut adorer en terrasse. Pendant très longtemps, elle était difficile à trouver à des conditions de qualité-prix cohérentes. Pourquoi? Parce qu'on avait plein de houblonnés t'en as reçu beaucoup sur lesquels effectivement on avait des parfums ou des créations qui étaient extraordinaires, mais qui n'adressaient pas ce fameux besoin de la bière pression fraîche, bien servie en terrasse, qui va satisfaire à étancher une soif. Dans certains cas, et même dans plusieurs, on a vu des distributeurs, j'en ai plusieurs en tête, mais qui ont commencé par adresser d'abord celui de la bière de soif, à savoir cette bière bien faite, équilibrée, tu vois, avec un goût subtil et rafraîchissante, qui permettait de pouvoir être servi en terrasse dans des conditions de qualité-prix qui puissent être cohérentes pour un restaurateur, pour un patron de bar ou un restaurateur, et le tout avec une qualité qui soit satisfaisante. On a été, nous, par exemple, là-dessus, c'est un segment sur lequel on a été présent depuis très longtemps. Parce qu'il était plus vraiment adressé par les autres acteurs qui cherchaient, qui voulaient toucher ou toucher d'autres attentes. On en revient toujours à la même problématique, c'est adresser un besoin au final. Mais toi, tu dirais que Ouais, c'est bien sûr. quand même plutôt une tendance de fond dans la distrib que les distributeurs deviennent producteurs ou rachètent des marques. En tout cas, c'est ce que j'ai observé dans la grande distribution, c'est ce que j'observe dans la distribution aussi aujourd'hui de boissons. Ce sont souvent effectivement soit des volontés stratégiques qui se mettent en scène. Comme nous, on n'est pas été acteurs de cette partie-là, je peux difficilement expliquer les raisons profondes qui ont pu occasionner cet investissement. Mais moi, ce que je repère souvent, c'est que ce sont des opportunités qui peuvent être saisies à un moment donné, tu vois, pour capter une mise en difficulté, par exemple, d'un producteur et de venir rebondir dessus pour le faire, ou des projets qui sortent de terres destinées. Moi, en tout cas, la façon dont je comprends ça, c'est que
un besoin est identifié par le distributeur. Ce besoin n'était pas adressé de manière satisfaisante par l'offre qu'il détenait en sa possession, en tout cas avec les producteurs avec lesquels il travaille de manière habituelle, et donc se retrouve aujourd'hui à devoir trouver une solution. Et parmi les solutions qu'il a devant lui, il y a trouver un nouveau fournisseur, ok, mais pour autant qu'il y en ait un, et pour autant qu'il y en ait un dans des conditions logistiques satisfaisantes, ou alors construire localement une proposition parce qu'il considère que c'est un besoin qui est pérenne dans le temps, et que donc, évidemment, s'il est pérenne dans le temps, ça vaut le coup d'investir dessus. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de logistique, est-ce qu'une petite marque qui aurait fait 200 caisses par mois, par exemple, peut être vraiment distribuée? Alors, si la question, enfin, si le contexte que tu donnes, c'est je suis capable de produire maximum 200 caisses par mois, et donc, est-ce que je peux être distribué par un grossiste? J'aurais tendance à considérer que ça me paraît un peu court, parce que très rapidement, un point de vente, si le produit fonctionne et que tu développes un courant d'affaires sur une dizaine ou une quinzaine de points de vente, très rapidement, tes 200 caisses vont partir, vont être éclusées. Et si les investissements d'augmentation de la capacité de production n'ont pas été faits en anticipation de phase, on se retrouve avec un coup d'arrêt qui est là, pour le coup, est une sanction très dure pour le restaurateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un restaurateur, son job, c'est d'avoir une carte qui est, il doit être sûr de pouvoir assurer sa carte, ou en tout cas s'assurer les approvisionnements des boissons qui sont présentes à sa carte. Il n'y a rien de pire pour un restaurateur que de dire bah ça on n'en a plus. Voilà, genre barré, comme on a pu voir dans des cartes à l'époque où on mettait un petit ruban blanc, où on barrait un produit. Ça reste quand même assez moche en fait. Donc c'est important pour le restaurateur de se dire que s'il choisit ce produit-là et qu'il le met à la carte, alors il doit s'assurer du fait que ce produit restera dans des conditions d'accès, de disponibilité qui sont garanties pendant le temps de la carte, et à un prix qui soit cohérent, entre guillemets, avec la carte. Si ces deux variables changent, pour lui, il se met en difficulté. Alors Donc depuis, il y vous, a vous êtes plein de choses garant qui de se ça, font. du coup. Bah, nous, en tout cas, on apporte cette garantie-là. On s'efforce d'apporter cette garantie-là. À côté de ça, il y a d'autres choses qui se sont ouvertes. Par exemple, les produits de saison, ou les produits de la semaine, ou les produits du mois, qui sont en fait les produits ce que j'appelle à l'ardoise, qui viennent un peu, tu vois, animer le point de vente, mais qui n'ont pas cette exigence d'être présent et d'être constant tout au long du temps. Mm. Or, si demain tu mets un produit extraordinaire, parce qu'il peut l'être, mais qui a une capacité de production de 200 cartons, mettons, par semaine ou par mois, eh bien, en fait, il y a un vrai risque, si tu veux, de tomber en rupture. Et là, pour le coup, le restaurateur se met en risque, et moi, en fait, dans la relation aussi. Donc, il est possible que sur un producteur d'une si petite taille, avec tout le respect que j'ai pour cette production, on puisse pas se dire on peut l'envoyer à fond, parce qu'il y a un risque trop avéré. Ouais, je comprends. Et du coup, ce serait quoi le seuil minimal? Ah, c'est difficile d'avoir un seuil à proposer. Ça va dépendre beaucoup des produits qu'on va adresser. Un produit hyper technique, demain, tu me demandes sur une IPA, j'aurais pas du tout le même rapport que si je te demande sur un cola. Enfin, tu vois, quelque part, on adresse des gammes de produits qui sont extrêmement différentes et sur lesquelles on va avoir des attentes ou des populations adressées très différentes. Donc, c'est difficile de pouvoir répondre dans ces conditions-là. Mais ce que Ok. j'ai pu dire, en tout cas, c'est que on a vu, nous, monter des producteurs enfin, en tout cas, d'une petite production avec les investissements qui étaient nécessaires pour monter en puissance. On a su les accompagner on a su les accompagner dans ce mouvement à partir du moment où la collaboration qu'on avait avec eux nous permettait de savoir que là, ils étaient peut-être à 500 colis, 500 productions par mois, et qui basculent à 1000, à 1500 et à 2000. Et donc, on a pu progressivement monter en puissance. Le plus grand danger dans cette histoire, c'est le producteur qui arrive en te disant, t'inquiète, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc, sur lequel on va, nous, par confiance dans le modèle, on va dire, c'est canon, on va envoyer quelque part, on va démultiplier la présence et les points de vente sur lesquels le produit est présent, et qu'on se retrouve avec une panne sèche, enfin, en tout cas, avec une rupture d'appro. Ça, c'est vraiment ce qu'on essaie d'éviter un maximum, parce que c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour le restaurateur qui vit un moment difficile. C'est mauvais pour nous qui avons apporté une garantie implicite qu'on peut pas assumer. Et clairement, le producteur, on a un rapport avec lui qui est un rapport difficile Et du coup, tu dans ces as conditions. réussi à développer un sixième sens pour... est-ce que tu sens ce qui va marcher, ce qui va pas marcher Comme tous les sixièmes sens, ils sont pas toujours très très bons. Mais en tout cas, on est volontaire. En fait, on est toujours à l'écoute. Je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes chez nous. On est toujours à l'écoute des opportunités, ou en tout cas de ce que les gens ont envie de produire et sur lesquels ils cherchent à adresser ou à interpeller en fait des gens, des patrons d'établissements qui sont
à l'écoute aussi. En fait, on est un peu des connecteurs entre des gens qui veulent produire un produit sur lequel ils appliquent une image, une histoire, une recette, et donc un ensemble de facteurs, de facteurs, enfin, au-delà de la boisson en tant que telle, tout un, tout un marketing Une qu'ils expérience, ouais. veulent, comment dire, et voilà, une expérience qu'ils veulent créer, démultiplier ou distribuer, avec des restaurateurs parce que je pense que les restaurateurs qui s'intéressent à nous sont des gens qui sont sensibles aux produits, sont amenés à pouvoir être à l'écoute de ce genre d'opportunités. Je reste assez convaincu que les restaurateurs qui s'intéressent à l'offre que nous proposons sont des gens qui sont intéressés par les produits et qui ont envie, parce qu'ils sont intéressés eux-mêmes à leurs produits ou qu'ils savent que leur clientèle est sensible à ce genre d'intérêt. Ils sont donc sensibles à ce genre d'opportunités et sont capables de prendre sur eux, de dire, bah tiens, ça, j'ai découvert ce truc-là, j'ai déniché tel vin, tel spiritueux, telle bière, goûte, c'est canon. Et de se prendre, enfin, de s'approprier entre guillemets sur son signe. Et est-ce qu'il y a encore des tendances de fond, justement, chez ces restaurateurs-là, de la typologie d'emballage, de packaging? Est-ce que, clairement, est-ce que la canette peut arriver à faire son entrée très facilement dans certains bars, restos, etc. Est-ce que ça reste encore un petit peu compliqué? Est-ce qu'on reste sur la bouteille en verre qui serait typée plus premium? Enfin, est-ce qu'il y a des sujets autour de ça, des sujets de fond que toi tu constates aujourd'hui? Alors, l'emballage fait partie clairement des caractéristiques qui font un produit, en fait, ou en tout cas qui font le développement d'un produit ou pas. C'est important. La canette a eu pendant très longtemps en fait une image plutôt grande distribution historique. Le modèle de la canette a été, enfin en tout cas l'image de la canette a été revue et refaite par les cavistes bières qui ont su exprimer en fait ou démontrer la pertinence de l'emballage par rapport enfin pardon aux passionnés de bière. Et ça c'est effectivement un travail qui a été fait par les passionnés cavistes vers les passionnés consommateurs. Ça, c'est été fait. En revanche, sur le grand public, ça reste encore pour l'instant, je pense, encore trop tôt pour pouvoir avoir ce genre de proposition de manière large, de large bande. Mais on voit des choses évoluer. La partie écologique, le caractère enfin, pardon, recyclable entre guillemets de la canette par rapport à la bouteille peut avoir un impact. Aujourd'hui, en tout cas, les gens sont prêts à plus d'innovation sur la partie emballage qu'à une certaine époque. Ça, ça, c'est effectivement un point. Après, il peut y avoir aujourd'hui un frein qui va être juridique sur lequel aujourd'hui, entre guillemets, la loi emmène plus les producteurs, enfin, les metteurs en marché, pour reprendre leurs termes, vers des solutions qui sont des solutions dont on doit démontrer en fait le caractère écologique ou en tout cas la réutilisabilité. Et là-dessus, je pense que la canette n'est pas nécessairement la première. La consigne reprend beaucoup d'ampleur, de vigueur, notamment du fait de ça. Et tu vois, par Ok. exemple, dans les emballages un peu étonnants, on a aujourd'hui alors, j'ai oublié le nom du produit, mais en fait, ce sont des fûts en fait, ce sont des emballages de bière de 30 litres qui ne sont plus dans des containers en inox ou en PET comme on a pu connaître, mais maintenant dans des sacs qui sont en fait un peu comme des bibes, mais plus résistants pour résister à la pression, Hmm. et qui sont en fait des nouveautés qui commencent à émerger. On voit beaucoup de produits ressortir maintenant, en fait, notamment du soda keg ou des produits qui passent par le tirage pression, parce que ça permet de pouvoir utiliser des emballages qui sont réutilisables, que sont les fûts inox, etc., etc. Donc, on voit une évolution, en tout cas, on voit émerger des nouveaux emballages qui sont peut-être pas nécessairement la canette en restauration ou en bar, mais qui sont effectivement d'autres modèles. Oui, parce qu'il faut adresser surtout le tirage pression parce que ça reste emblématique du bar. Ouais, et puis, Bien sûr. ouais, Et ok. puis, tu as quand même une garantie de fraîcheur qui est quand même assez, enfin, en tout cas, qui pour nous, qui sommes investisseurs dans cette fraîcheur, qui est un facteur hyper important. La saturation en gaz, par exemple, enfin, en tout cas, la capacité à assurer une bière équilibrée, donc qui conserve son réglage et qui a été poussée correctement jusque dans le verre, ça apporte quand même une fraîcheur comment dire, et une situation de dégustation qui est dans les meilleures conditions. Voilà. Et ça, pour le coup, ça fait partie des choses que le distributeur s'efforce ou investit pour faire en sorte que ce soit constant dans le point de vente. On fait une petite pause.
Si vous avez besoin de stratégie de marque, d'identité visuelle, d'activation, de packaging design, de visibilité dans la filière boisson ou d'outils IA pour booster votre productivité, je suis votre contact direct. Rendez-vous sur blacksoundsdesign.com/contact. Et si vous souhaitez sponsoriser Super Potion et toucher les pros de la filière boisson, écrivez-moi à contact@superpotion.fr. Allez, on reprend. C'est intéressant de penser côté restaurateur aussi parce que bah voilà, quand on est producteur de boissons, nous on a envie de produire puis de vendre notre boisson. Bien sûr. Et ouais, toi tu fais l'intermédiaire entre cette personne-là qui veut vendre et le restaurateur qui veut avoir découvert, qui veut servir des gens et Top. qui veut vendre aussi lui ses plats, ses boissons qu'il aura sélectionnés. Enfin, donc en fait il y a plein de paramètres, il y a plein d'intermédiaires. Et voilà. Et du coup, ce qui est intéressant là, j'aimerais bien qu'on se consacre à comment un fondateur ou une fondatrice de marque de boisson doit approcher un distributeur, selon toi. Par exemple, si quelqu'un nous écoute et quelqu'un écoute l'épisode aujourd'hui, qui a une marque de bière, de spiritueux, de sans alcool, voilà, ou de vin, qui voudrait travailler avec Millet ou avec un distributeur, c'est quoi vraiment la bonne approche et surtout, c'est quoi les erreurs que toi, tu vois tout le temps qu'il faut arrêter de faire aujourd'hui? Ok. Alors, juste avant d'attaquer cette question de fond, je veux juste rappeler un point, c'est que le restaurateur, l'essence de son métier, c'est l'accueil de ses clients et le développement d'une ambiance pour que les clients se trouvent dans les meilleures conditions au moment où ils sont sur place, être bien accueillis et déguster des produits de qualité. Tous les temps que l'on prend, que l'on prélève du restaurateur en dehors de cette partie-là sont des temps en fait de charge qu'on lui prend. Donc la préparation, la mise en place, etc. Plus on démultiplie le nombre de réceptions de marchandises, que ce soit alimentaire ou boisson, en faisant une réception du brasseur, une réception d'un producteur 1, producteur 2, producteur 3, et qu'on démultiplie le nombre de réceptions, plus en fait on prend du temps administratif de gestion, surveillance, contrôle, qui est prélevé en fait sur le temps d'accueil et d'accompagnement des points de vente. J'aime à croire que le rôle du grossiste, c'est aussi de faire en sorte que la majorité ou voire l'essentiel des boissons soient déposées au même moment pour un même contrôle et que le temps qui soit gagné soit du temps qui soit exprimé ou en tout cas réorienté vers l'accueil du consommateur final. Voilà, c'est ça un peu qui me paraît important. D'où le fait de proposer Voilà, plein de références et qu'il n'y ait qu'un seul exactement. distributeur, quoi. Bien sûr. Alors évidemment, il y a un côté qui pourrait être considéré comme hégémonique dans le discours que j'ai, mais c'est vrai que dans l'absolu, un restaurateur, il n'est pas là pour faire du contrôle de gestion en entrée. Enfin, il n'est pas là. Ou en tout cas, le temps qu'il passe à faire du contrôle d'entrée, par exemple, c'est du temps qu'il ne peut pas passer pour préparer sa salle ou pour accueillir ses clients. Donc en soi, plus on optimise ce temps et qu'on concentre ce temps de réception des marchandises pour les ranger en même temps dans le frigo pour que, entre guillemets, tous les produits soient placés au bon endroit et placés dans les bonnes conditions de service pour le service futur, et plus on se garantit que le service futur se passera dans de bonnes conditions. Et Dieu sait que dans la logistique, on peut avoir des errements. Entre demain, si j'ai 5 réceptions à faire ce matin, je vais en avoir 3 qui vont bien se passer. Un, le gars va être en retard, l'autre va pas venir. Enfin, il y a plein d'aléas dans la logistique qui sont le fruit probablement de la vie moderne, contemporaine telle qu'elle est, et qui vont venir empiéter ou polluer la charge mentale du restaurateur. Nous devons quelque part concentrer tout l'effort pour faire bien, on va dire en une fois, ou en tout cas ou en un minimum de fois, pour que le reste du temps soit mobilisé sur la clientèle. Parce qu'au final, tous nos efforts, que ce soit depuis le producteur, nous grossistes, enfin distributeur ou le restaurateur, c'est pour que le consommateur final vive une expérience qui soit la plus cohérente avec ce qu'on veut lui faire présenter et déguster une boisson dans les meilleures conditions. Ouais, non, c'est sûr. Tout en prenant moins de temps au restaurateur qui déjà a des horaires de fou, Là, c'est qui ça, rentre à exactement. minuit ou autre, et du coup, ouais, Eh non, la oui. vie est compliquée, ouais, c'est sûr. Ok. Donc, pour en revenir effectivement à l'histoire des bonnes pratiques entre un producteur, entre guillemets, et un grossiste. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que nous, rentrer ou référencer un nouveau produit, ça coûte de l'argent d'avance. Il faut avoir conscience de ça. Nous, aujourd'hui, notre métier, c'est d'avoir un espace de stockage dans lequel on va acheter des marchandises pour ensuite les ranger, les préparer et les expédier vers un restaurateur, avec tout ce qu'on a comme dimension autour de ça. Chaque nouveau produit, chaque nouvelle ligne, chaque référencement que l'on fait a un impact en termes de coût, d'avance en fait. Le fait de trouver une nouvelle solution de logistique pour acheter, ça veut dire passer une nouvelle commande, ça veut dire recevoir un nouveau camion, ça veut dire contrôler une nouvelle marchandise, ranger à un nouvel endroit, donc prendre de la place sur d'autres ou acheter de l'espace supplémentaire pour ensuite
préparer ces produits-là avec les autres. Donc, il y a naturellement un frein à chaque grossiste sur le fait d'ouvrir des nouvelles références. Et il faut avoir conscience de ça. Il faut comprendre que cette notion-là, elle n'est pas contre eux, mais elle est juste inhérente à notre métier. C'est qu'en fait, on a des espaces et des capacités qui sont limitées. On est obligé de faire avec, et donc on fait au mieux. Donc ça, c'est la phase initiale sur laquelle il faut qu'on se mette d'accord sur le contexte. Après, ce qui va faire qu'on va développer un courant d'affaires et qu'on va être capable de pouvoir se mobiliser ensemble pour lancer, entre guillemets, un produit dans le catalogue et en clientèle, ça va être la capacité du producteur à venir présenter sa marque, voire démontrer qu'il a déjà des touches sur le terrain qui démontrent que le produit a touché ou a intéressé des restaurateurs existants, ce qu'on appelle un peu des précommandes ou des intérêts marqués, de façon à ce que on puisse, savoir que si on rentre le produit, on n'a pas juste tout le 100% du risque de le stocker, mais de savoir qu'il y a déjà 1, 2, 3 clients qui sont volontaires déjà pour être acteurs pour référencer ce produit-là. Et qu'est-ce qu'ils doivent présenter concrètement souvent, ce sont des précommandes en disant tel point de vente qui bosse avec vous a envie de, de X colis, ou en tout cas voudrait acheter ce produit-là au travers de vous. C'est un peu ça l'idée. Ah oui, qui travaille déjà avec par des formulaires. Ouais. Exactement. Donc on est souvent en fait dans cette démarche-là. Et cette dynamique, elle est hyper puissante, parce que si demain, moi j'ouvre un nouveau produit, je prends un risque à 100%, ça veut dire qu'il faut que je convainque mes clients de la pertinence du produit sans même incarner ce produit-là. Donc évidemment que ça m'arrive d'avoir ce genre de conviction, mais ça reste un effort et une énergie de conviction qui est à mobiliser, très importante. Alors que lorsque le travail est fait en collaboration, c'est-à-dire que le producteur a déjà été faire un tour, il a déjà exprimé son produit, il a pu donner, ou en tout cas décrire le concept, l'origine, la volonté du producteur, tout le marketing qu'il a développé dessus, expérientiel, et qu'il a convaincu les restaurateurs ou les patrons de bar. Dans ces cas-là, on est dans une dynamique dans laquelle le flux existe. Enfin, il y a déjà des chances que le flux se mette en marche assez facilement. Et on peut savoir une partie qui est importante. Qui est-ce que vous adressez en tant que restaurant? Vous avez un listing ou une Google Map ou pour savoir si moi aujourd'hui je sors un produit et que je veux aller adresser tous les restaurants, tous les bars qui travaillent avec Millet pour être sûr que ça puisse après faire mouche. Est-ce que je peux l'avoir, cette donnée? Vous la donnez? Elle n'est pas donnée de manière aussi publique, d'une manière aussi large que ça. Mais effectivement, il peut y avoir des collaborations dans ce sens qui peuvent avoir lieu. Très souvent, on est plutôt dans une approche dans laquelle le producteur a déjà été faire un tour sur le terrain, parce qu'il a été voir d'abord les restaurateurs, soit parce qu'il leur vendait en direct historiquement, soit parce qu'en fait, il a été faire un tour parce qu'il veut adresser un nouveau territoire. Les deux sont possibles. Et donc, le courant d'affaires soit existe déjà, soit des restaurateurs ont été convaincus et sont volontaires en fait pour. Et dans la prospection que fait ce producteur, il se rend compte qu'une partie importante des points de vente bosse avec Millet. Et donc, dans ces cas-là, naturellement, il vient me voir en disant, l'essentiel des points de vente qui sont intéressés par mes produits bossent avec Millet, donc comment est-ce qu'on fait pour construire ensemble? Et dans cette dynamique-là, dès lors que on se comprend et que dès lors qu'on se comprend en tant que tel et qu'on arrive à percevoir ça ensemble, derrière, on développe. Ok, intéressant. Et dans les erreurs, du coup, que tu peux voir souvent, en gros, si je veux revenir à la base, est-ce que déjà tu as beaucoup de sollicitations pour des nouveaux produits? Oui, ça ne manque pas de nouveaux produits. Non, les propositions de nouveaux produits, c'est quelque chose qui, en tout cas à notre niveau, on a beaucoup de propositions qui arrivent. Ça ne manque pas. Dans les grandes erreurs. Comment? Le taux de oui dans toutes ces propositions? Je ne saurais pas te dire. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe surtout, c'est que au-delà des nouveaux producteurs qui viennent avec des nouvelles propositions, tu as aussi énormément de production de nouvelles recettes ou de nouveaux produits ou de nouveaux emballages au travers des mêmes producteurs. Et donc, quelque part, l'innovation ne vient pas nécessairement d'un producteur supplémentaire, mais vient des producteurs avec lesquels tu as déjà un courant d'affaires. J'avais entendu, mais je crois que c'est chez toi que j'ai entendu cette stat, comme quoi avant on avait 1000 nouveautés en Europe régulièrement, et que là maintenant on était passé à 10 000 nouveautés par an dans l'univers des boissons. Je sais plus si il me semble que j'avais entendu sur un des podcasts, sur une de tes émissions ou sur un autre texte. Mais ça ne m'étonne pas.
On a énormément aujourd'hui de nouvelles recettes. Chez les brasseurs, tu le vois bien, il y a eu énormément de variations de produits différents. Maintenant, vu que la bière ne suffit plus, ils viennent faire soit du soda, soit des spiritueux, voire les deux en même temps. Donc, on a un élargissement des gammes qui devient très important parce que tout le monde veut adresser tous les besoins. Mm. Et donc, par voie de conséquence, j'ai même pas besoin d'avoir des nouveaux producteurs pour avoir un étoffement des gammes très important. Mais effectivement, j'ai encore assez régulièrement des gens qui disent sur ce segment-là ou sur cette recette-là, j'ai une proposition de valeur différente avec une méthode de vente différente et je suis convaincu de pouvoir le faire. Et donc, dans ces cas-là, soit on est convaincu tout de suite, soit on challenge le producteur et on avance comme ça. Ok. Donc, toi, au final, est-ce que tu conseillerais à un producteur de devenir une house of brands, donc c'est-à-dire une maison de marque au pluriel pour adresser chaque typologie de client, ou bien tu préfères une marque qui sait très bien faire juste les lagers, par exemple, ou très bien faire les NEIPA. Toi, tu te positionnes comment? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il faut d'abord être excellent dans la promesse principale qu'on fait. C'est qu'il y a une forme, la notion d'excellence pour moi, elle est dans la recette, mais elle est aussi dans le packaging, dans l'offre et dans la marque que l'on développe. Je pense qu'il est souvent, dans les errements que j'ai pu observer, des producteurs ont tendance à vouloir faire tellement de choses différentes en fait, ils en perdent leur essence initiale. Et, et quelque part, les restaurateurs et donc leurs consommateurs derrière aspirent à ce que l'essence d'un produit, on la retrouve et qu'elle se pérennise dans le temps. Si on a des marques aujourd'hui qui sont pluricentenaires dans les boissons, c'est parce que les gens ont besoin de cette constance dans les fondamentaux. Et donc, à ce titre-là, il faut être capable de respecter cette notion-là. Développer des innovations, bien sûr, mais d'abord être certain de sécuriser ce qui est l'essence même en fait du produit. Ça me paraît être vachement important. Après, dans les erreurs que souvent, tu vois, que je relève, très souvent, les producteurs ont tendance au départ à ne pas considérer ou ne pas intégrer la chaîne de valeur intégrant un distributeur dans leur chaîne, dans leur prix de vente. Et donc, ça amène à des moments qui sont très compliqués. Le producteur dit, bah non, mais ils vendent tout ça hors de prix. En fait, je peux vendre beaucoup moins cher, ce qui en soi est une réalité. Si on fait abstraction du distributeur, tu économises une part de marge importante. Mais pour autant, le jour où tu te dis, bah attends, qu'est-ce que je fais? Je produis, où est-ce que je livre, où est-ce que j'encaisse? Qui sont en fait une condition, si tu veux, qui est une nécessité. Il y a un moment, tu te dis, mon métier, c'est de produire et de développer des marques. Donc, je me concentre sur cette partie et je voudrais que d'autres fassent mon travail de distribution et donc d'encaissement reporté sur d'autres acteurs. Sauf que si la chaîne de valeur n'a pas intégré ou qu'il n'a pas prévu dans ses prix une partie de valeur qui permet aux distributeurs de vivre, on arrive à un gros problème en fait de chaîne de valeur. Et ça, c'est arrivé plein de fois. Ce qui veut dire qu'il faut penser en amont, distributeur ou non. Bien sûr. Ouais. Soit tu es passionné, tu te dis, je veux rester sur le territoire que je peux seulement moi adresser. Ce qui est possible. Moi, je connais des producteurs qui ont dit non, mais je veux rester dans mon univers avec mes fans, entre guillemets, qui sont des restaurateurs ou de la petite distribution à proximité. Et je veux tout contrôler. Et dans ces cas-là, aucun problème. C'est possible. Mais si demain, ce même producteur dit, mais attends, je veux me développer, je viens d'investir dans l'inox supplémentaire, donc je peux produire plus, mais je peux plus distribuer autant ou j'ai besoin que quelqu'un le fasse. À ce moment-là, se pose une question fondamentale, c'est comment est-ce que sur le tarif général appliqué, est-ce que on peut incruster effectivement la présence du grossiste? Or, le grossiste, il vient, encore une fois, je le rappelle, il vient acheter d'avance la marchandise, il va la stocker, donc la détenir, il va la vendre, ou en tout cas la pousser ou la proposer à sa clientèle, il va la vendre, puis il l'encaissera plus tard. Tout ce travail, cette énergie qui est entre l'avance financière que ça représente, plus la partie distributive, le stockage, préparation, les camions, les chauffeurs, la relivraison et la reverse logistique, tous ces aspects-là ont un coût et que ce coût ne peut pas disparaître, entre guillemets. Il existe. Et du coup, packaging, positionnement, prix, storytelling, au final, il y a tout qui compte dans votre sélection, dans votre grille de sélection. Il faut que ce soit un mix parfait de tous ces éléments-là, en fait, pour que ça fonctionne. Je dirais que la perfection reste quand même un exercice difficile, mais en tout cas, ça doit adresser ou ça doit être cohérent avec une expression de besoin qu'on a identifiée ou qu'on connaît exister dans le métier. Et ça c'est un élément effectivement important.
on a besoin, entre guillemets, nous aussi, d'être convaincus par la pertinence de la promesse, ou en tout cas qu'elle réponde à une attente de notre clientèle, parce que fondamentalement, ce qui nous fait vivre, c'est que les restaurateurs achètent des marchandises qu'on a sélectionnées en tenant compte de leurs considérations. Si on décorrèle, si on considère qu'un produit est extraordinaire, mais qu'en fait, il n'adresse aucun besoin des restaurateurs, on finira par le boire nous-mêmes. Et ça, c'est pas du tout, c'est pas satisfaisant pour personne. Donc, il faut Et on parle vraiment beaucoup de effectivement. besoins des restaurateurs, mais est-ce que les restaurateurs eux-mêmes savent toujours ce qu'ils veulent? Non, bien sûr que non. En fait, aujourd'hui, on n'est pas sur des gens qui vont décrire de manière très précise leurs attentes ou leurs besoins. Mais par contre, on détecte au travers de la relation qu'on entretient avec autant de restaurateurs, des tendances, des intentions. La montée du sans-alcool est quelque chose on a détecté depuis assez longtemps déjà. Si tu regardes les billets de blog qu'on a publiés, on a parlé du sans-alcool depuis déjà assez longtemps, parce on s'est rendu compte que ce besoin les interpellait, ils s'interrogeaient dessus, ils voulaient savoir ce qu'il y avait comme proposition. Et donc, ce regain d'intérêt qu'on a pu détecter était bien en avance de phase sur le réel achat. Et entre l'achat du restaurateur et la consommation du client final, il s'est encore passé un certain temps. Mais on peut quand même considérer aujourd'hui qu'au travers de la relation qu'on a avec les restaurateurs, on est capable d'identifier des attentes ou des volontés ou des besoins qui sont soit adressés, soit sur lesquels on va sourcer pour trouver. Et il y a un dossier type à présenter. C'est peut-être bête comme question, mais et comment on présente ça? On vient, on toque à la porte, on fait goûter directement avec le prototype. On envoie un mail, on envoie un dossier complet. Il y a tellement tellement variable. C'est tellement variable. Je ne saurais pas te répondre de manière aussi effective. On est évidemment qu'on a des process internes et évidemment qu'il y a des aspects qui sont importants. Par exemple, on a des équipes d'experts en interne qui sont chacun dans leur spécialité, que ce soit la bière, que ce soit les spiritueux, le café ou du vin, et sur lequel ils vont avoir un regard ou en tout cas un questionnement, une interrogation sur le produit qu'il a représenté, sur le produit dans sa qualité gustative et aussi sur l'ensemble des caractères exogènes. Et donc, évidemment, ils vont avoir un esprit critique sur ce qu'il leur est proposé. Maintenant, de là à dire, est-ce que c'est un formulaire, ce que je peux dire, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal d'outils digitaux qui permettent à quelqu'un de prendre contact avec nous. Et sur la base, effectivement, de ce début d'échange qu'il va y avoir, très vraisemblablement, il y aura une dégustation, parce que pour nous, la dégustation, c'est quand même un élément essentiel de la sélection, parce que dans l'absolu, on est quand même des gens qui véhiculons une qualité de produit qu'on aura au préalable évaluée. Et ensuite, derrière, l'ensemble des dispositifs. Moi, j'ai souvent tendance à considérer que l'incarnation du produit est quelque chose d'important. Parce que pour moi, aujourd'hui, des produits qui se revendiquent comme nouveaux sur le marché, il y en a des centaines tous les jours qui sont présents sur le marché. Et donc, ce qui va faire la différence, parce que je veux croire que l'essentiel des produits sont quand même au moins bons. Voilà, parce rien n'est fondamentalement mauvais. On est quand même plutôt des choses qui sont bonnes, voire excellentes. Mais par contre, ce qui va faire la pénétration du produit, ça va être son incarnation. Est-ce que c'est le fondateur qui vient pour incarner? Est-ce qu'il a des jeunes qui viennent porter sa parole, mais qui sont bien formés ou qui savent bien exprimer? C'est cette transmission, en fait, des caractéristiques du produit, sa recette, mais surtout tout ce qu'il y a autour, le fameux storytelling quand on en parle, c'est important et que ce soit porté par quelqu'un qui vient le présenter au restaurateur et dont la parole est entendue par les commerciaux et les équipes en interne chez nous et qui sont capables de démultiplier en tout cas d'augmenter le nombre de fois où la proposition est faite. Et les marques à façon versus les marques de vrais producteurs qui internalisent la recette, etc. Toi, tu fais un arbitrage entre les deux ou peu importe, le but, c'est vraiment la promesse, l'instant qui fonctionne et le packaging, storytelling et compagnie. Tu sais, moi, j'ai vu des brasseurs arriver à Paris qui expliquaient sur nos bouteilles qu'en fait, ils étaient brassés en Europe de l'Est, mais qu'un jour, quand ils auraient assez de sous, ils construiraient une brasserie en France. Et donc, en fait, ils vendaient un projet futur. Et ça a marché. Donc, quelque part, j'aurais tendance à dire que c'est pas nécessairement... En fait, il vaut mieux probablement qu'un produit soit produit par un producteur qui fait bien les choses, et tu en as cité plusieurs fois, qui sont capables de faire bien une recette de manière stable, de manière, tu vois, dans des bonnes conditions de réalisation, plutôt que quelqu'un qui voudrait faire dans sa chambre ou dans sa baignoire
mais qui auraient une qualité qui serait variable et des risques d'infection réguliers. Finalement, à choisir, il vaut peut-être mieux sécuriser une recette auprès d'un industriel ou d'un producteur à façon, comme tu dis, et d'être certain qu'on a trouvé la bonne recette, que ça colle et que on a trouvé tout ce qu'il fallait pour ensuite investir sur la production inox qui permet de pouvoir devenir indépendant et autonome dans sa production, plutôt que de partir sur un outil mal maîtrisé ou des produits qui arriveraient en clientèle infectés. C'est un des risques aussi qu'on peut avoir, c'est que potentiellement sur un batch foireux, tu peux démultiplier sur 5, 10, 15, 20 clients différents. Donc on a une vraie attention par rapport à ça. Et là, j'aimerais bien qu'on démystifie aussi la réalité marché de la filière et à quel point c'est difficile de réussir dans ce milieu quand on a une nouvelle marque. Parce que moi, j'ai des prospects sans arrêt qui viennent en pensant qu'ils ont l'idée du siècle alors qu'elle a potentiellement été créée déjà en proto il y a 2 ans. Et il y a énormément de gens voilà, qui demandent, et généralement c'est des boissons énergisantes, des sodas sans alcool, du probiotique, etc. Est-ce que toi, tu leur dis direct, non, c'est mort, ça va pas marcher? Est-ce que tu crois en leur potentiel? Enfin, quel est toi ton ressenti global envers tous ces nouveaux venus qui pensent que parce qu'ils ont dégusté une boisson, ils vont pouvoir être le prochain Red Bull? Enfin, parce que j'en vois vraiment énormément et j'aimerais qu'on débunk un peu ça, tu vois, que non, c'est compliqué. Alors, en fait, je crois pas que mon rôle soit comment dire, de couper court à des espoirs ou des ambitions en tant que tel. Mon rôle n'est pas, je crois pas, enfin en tout cas, je ne crois pas que le distributeur soit là pour dire c'est nul ou c'est bien. Au sens, tu vois, le produit. Pour moi aujourd'hui, il y a quand même l'essentiel des recettes qui sont aujourd'hui exploitées sont quand même des recettes qui sont connues et archi connues depuis de nombreuses années. Il y a quand même rarement des produits totalement nouveaux et totalement disruptifs. On retrouve souvent des recettes qui sont d'abord des vieilles recettes qui sont ressorties ou un peu oubliées, enfin, ou des recettes qui sont constantes sur lesquelles les gens viennent apporter une histoire ou un marketing qui vient donner une nouvelle couleur à une recette existante. Donc pour moi, je dis pas qu'il n'y a pas d'innovation au sens total de nouveauté, mais l'essentiel, c'est quand même d'abord de la reprise de recettes existantes, bien exécutées, avec une belle aventure ou une belle histoire autour. Voilà. Euh, donc aujourd'hui, je ne peux pas nécessairement considérer que je suis capable de juger si l'histoire est pertinente. Moi, ce que je peux dire, c'est que la recette, en tout cas le produit, est bon à déguster, ou en tout cas il correspond aux attendus. Ça, je peux. Après, je peux considérer qu'un produit est pertinent pour le marché que j'adresse ou pas. Typiquement, dans les produits probiotiques aujourd'hui, la restauration est peut-être pas encore nécessairement la première zone de consommation des produits probiotiques. Probablement que le parapharma ou que les épiceries sont des domaines ou des salles de sport peuvent être en fait des univers qui vont toucher des consommateurs plus, en tout cas, qui viennent chercher ça au moment où ils sont dans le point de vente. Mais peut-être que dans 6 mois, je te dirais le contraire. Peut-être que dans 6 mois, ce sera devenu pertinent. Tu vois, il y a pas de règles absolues qui se gravent dans les rangs. Mais ce qui me paraît quand même important à faire capter à ces gens qui ont une idée ou un concept, c'est que la recette, ils doivent la sécuriser, mais surtout, ils doivent se concentrer sur l'exécution. Un des gros problèmes que je vois, c'est que beaucoup de gens ont des envies ou des ambitions, mais quand il s'agit d'exécuter au sens produire, être présent, venir présenter, porter fort, assurer le SAV de ses produits dans toutes les dimensions que ça peut apporter, il peut y avoir en fait de l'absence parce que c'est dur. Faut pas oublier, hein. Dire marcher le trottoir, c'est dur. Aller voir les points de vente, c'est dur. Enfin, c'est exigeant. Aller gérer un problème de qualité, parce que dans l'absolu, on peut avoir un moment, un produit, un lot qui est foireux, et aller défendre, entre guillemets, sa marque, ou en tout cas, accuser le coup et le prendre sur soi, parce que bah, dans les faits, ça arrive, bah, c'est dur. Et cette partie-là, souvent, en fait, elle est très très loin de l'ambition un peu, l'hypothèse un peu extraordinaire du concepteur, de la belle idée, et elle rentre dans des choses qui sont terre à terre, et qui sont parfois que les créateurs ont du mal à exécuter. C'est là où je dis que mon rôle est plutôt de trouver des gens qui vont
qui vont marcher avec nous, tu vois, qui vont avancer avec nous et qui vont collaborer au développement, plutôt que juste des concepts, je serais méchant en disant PowerPoint, mais en tout cas qui sont plus que dans l'image et considérer qu'effectivement, il n'y a pas besoin de marcher le terrain pour vendre. Ouais, non, bah, l'idée importe peu, il faut, il faut être dans C'est l'action, quoi. 99% d'exécution. Après, l'idée, c'est bien d'en avoir une bonne, hein, évidemment. C'est encore mieux quand elle est pertinente et qu'elle fait plaisir, qu'elle donne envie à tout le monde. Mais même une super idée, et j'ai quelques exemples en tête de super idées, mais sur lesquelles, en fait, il n'y a pas eu d'exécution correcte, et bah, donc, ça n'a pas marché. Dire aujourd'hui, un produit super bon, mais pas incarné, bah, il végète. Et qu'est-ce que tu pourrais nous sortir si tu as le droit? Est-ce que tu as des success stories chez Millet, là, ces 2-3 dernières années de marques qui ont très bien fonctionné et si tu peux en citer, pourquoi elles ont bien fonctionné d'après toi? C'est un peu difficile d'avoir un discours aussi précis avec des marques aussi précises. Je Ouais, pourrais pas être aussi précis là-dessus. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que je vois une génération en fait de producteurs qui arrivent maintenant euh, avec des ambitions que je trouve très pertinentes, mais qui sont des produits qui sont très disruptifs. C'est-à-dire que pour le coup, on retrouve un peu ce qui parfois a pu manquer. Des producteurs engagés et qui viennent et qui marchent le terrain et qui sont vraiment convaincus et qui viennent marcher le terrain. Alors qu'à une certaine époque, quand notamment on avait beaucoup de produits d'import ou des produits qui venaient de loin, sur lesquels en fait l'incarnation n'était pas présente, et donc en fait un produit passait, puis un autre passait, il y avait pas d'ancrage en fait sur le territoire. Et là, je vois effectivement des gens qui sont prêts à se mobiliser, et ça fait du bien de voir ça, de voir des gens qui viennent, si tu veux, défendre et porter et tenir. Et on s'efforce, nous, dans le rapport qu'on essaie de construire avec les producteurs, de faire en sorte qu'ils puissent savoir quels sont les points de vente qui collaborent avec eux, de faire de façon à ce qu'ils puissent créer un lien avec eux et abonder et participer au développement de leur gamme et des critiques qui peuvent être formulées pour qu'ils puissent y répondre. Parce qu'il y a aussi ça. Mm. Et, ouais, et vu que vous êtes au carrefour entre les producteurs et les points de vente, vous voyez vraiment ce qui se vend au final et ce qui se vend pas. Donc vous avez un vrai baromètre marché, j'ai envie de dire. Est-ce que toi tu crois que c'est le consommateur final qui influence ce que le distributeur référence, ou est-ce que tu crois que c'est plutôt l'inverse? Moi, ce que je crois souvent, c'est que enfin, là, pour le coup, c'est une conviction un peu personnelle. Je sais pas si elle est partagée par d'autres, mais pour moi, souvent, c'est le patron. Enfin, en gros, l'offre boisson, c'est l'apanage du patron. Souvent, en fait, le restaurateur, il va avoir un chef en cuisine, qui est pas nécessairement lui, mais qui est celui qui tient la cuisine, qui va tenir la carte. Évidemment, il va en contrôler la gestion, mais disons que le décideur en cuisine, c'est le chef. Et souvent, pour ce qui relève de l'ambiance de la salle, son organisation et la sélection de boissons qui sont proposées dans un restaurant ou dans un bar, c'est plutôt le patron qui s'approprie cette partie-là, ou son chef de bar. Mais en tout cas, c'est plutôt quelque chose qui le touche personnellement. Euh, et donc, à ce titre-là, euh, c'est lui qui, par essence, va porter la sélection. Le vin qu'il a trouvé près de chez lui, ou qu'il a sourcé à son dernier voyage, ou telle boisson auquel il pense, ou qu'il va recommander. Et donc, comment dire, euh, c'est vraiment le décideur, entre guillemets, enfin, du point de vente, celui qui le coordonne, qui va être celui qui va choisir les boissons, qui va porter en interne chez lui. Et donc, cette incarnation, s'il est capable de la transmettre à ses patrons, à ses serveurs, c'est quelque chose qui va être un levier très puissant. Il faut avoir conscience que dans un point de vente, quand on rentre dans un point de vente en tant que consommateur, dans 70% des cas, on ne sait pas ce qu'on va y boire. On sait pourquoi on y va, pour une ambiance, pour un rendez-vous, parce que c'est à proximité, parce qu'on a faim ou parce qu'on a soif. Il y a plein de raisons différentes. Mais on n'est pas nécessairement orienté quand on va dans un point de vente pour un produit. Là, c'est plus quelque chose qu'on retrouve dans les cavistes où on va aller chercher un produit spécifique. Donc, on va plutôt chercher de la détente ou un moment, tu vois, un peu une sorte de parenthèse. Et dans cette parenthèse, on va se laisser emmener ou peut-être porter par la sélection du patron ou la sélection du barman ou les produits du mois ou les innovations qui sont présentes ou se rassurer avec un produit qui est présent à la carte. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a donc une directivité importante du patron de l'établissement et de ses équipes de service qui, si elles sont emmenées dans le mouvement et qu'elles savent ce qu'il y a de disponible et pourquoi c'est pertinent, on est capable de leur apporter ce que j'appelle, moi, ce que je désigne comme le pitch, c'est-à-dire en fait moins de 200 mots qui sont capables pour un serveur, s'il les connaît,
de pouvoir expliquer correctement, dans des conditions satisfaisantes, ce qu'est un produit et en quoi est-ce qu'il est pertinent pour un consommateur qui l'interroge, et ben là, en fait, quelque part, on est très directif sur la sélection du consommateur quand il est présent sur place. Et le boom Pour du moi, sans-alcool, tu ne crois pas qu'il est venu de l'intérieur, plutôt des consommateurs qui en avaient marre de ne pas avoir des options sans alcool, mais quand même premium, tu vois. Enfin, ça peut venir aussi des demandes qu'on fait au bar. évidemment, on peut tout à fait, je suis d'accord avec toi, évidemment on peut venir avec ses propres contraintes dans un point de vente et de dire, bah, faites-moi rêver dans la limite de ce que je suis prêt à consommer. Heu, pour moi, une des premières contraintes sur le sans-alcool, c'est qu'on a quand même un ensemble de gens aujourd'hui qui ne veulent plus boire d'alcool pour des raisons que ce soit religieuses ou personnelles ou de santé, personnelle et qui font qu'aujourd'hui, si tu veux, l'alcool n'est plus, un prérequis ou une nécessité dans le moment qu'on veut passer. Très bien. Et donc les restaurateurs ont pris conscience de ces attentes qui augmentaient en puissance et ont commencé à nous interroger sur: «Qu'est-ce que vous avez en sans alcool?» Et donc nous, de notre côté, on a été sourcer tout ce qu'on pouvait trouver comme sans alcool cohérent ou en tout cas pertinent pour répondre à ces attentes et on a étoffé la partie, si tu veux, sans alcool. C'est là où je parle aujourd'hui des sodas pour adultes. Enfin, soda Mm. pour adultes, pour moi, c'est l'expression de on n'est pas sur le sans-alcool que parce que des enfants peuvent venir. On a du sans-alcool parce que des gens veulent goûter des saveurs, tu vois, expérimenter des boissons, mais pas nécessairement avec une obligation d'alcoolique éthylique. D'ailleurs, ça me fait penser en termes de tendance, est-ce que le sirop est encore tendance ou redevient tendance? Parce qu'on pense souvent à des boissons complexes en mode cocktail, tu vois, qui ne sont pas changeables, ou alors après elles se font en cocktail. Mais est-ce qu'on fait encore des diabolomantes? Est-ce qu'on fait un petit sirop de menthe avec de l'eau? Enfin, tu vois, est-ce que vous distribuez beaucoup de sirop? Alors, nous, on a beaucoup, enfin, en tout cas, on a une sélection de sirops très large. En fait, en termes de saveur, j'entends. Parce qu'on on considère effectivement que toute la partie mixologie, qu'elle soit cocktail ou mocktail, en fait, aujourd'hui, utilise beaucoup de sirops et de saveurs différentes. Et donc, à ce titre-là, on a, j'aurais tendance à te dire, j'ai peut-être un peu trop de sirops. Voilà. Ok. Parce qu'il y a plein de saveurs différentes. Mais c'est toujours aussi présent. Après, c'est pas présent de la même façon. Avant, quand on faisait un sirop de menthe ou une grenadine, on était sur quelque chose qui était saturé en sucre, ou en tout cas avec beaucoup de sucre dedans, et ça adressait plutôt les enfants qu'on emmenait avec nous plutôt que la clientèle en général. On était plutôt dans ce positionnement. Aujourd'hui, c'est très différent. Toute la partie mixo a totalement retourné cette partie-là. Aujourd'hui, on développe énormément de saveurs différentes au travers des sirops. Et avec, à côté de ça, des sirops qui désormais sont de moins en moins chargés en sucre, parce que de plus en plus, qui sont polarisés sur l'arôme, sur la subtilité, sur des substances, pardon, pas des substances, mais sur des saveurs originales. On a des choses assez bluffantes en sirop. On va même maintenant sur des extractions comment dire, de piment ou de poivre qui permettent de pouvoir simuler la chaleur que peut développer en fait les alcools sans avoir en fait la dose d'alcool. Donc pour simuler un peu, tu vois, la sensation sur la langue. L'attaque, ouais. Mm. Et ça typiquement, ce sont des choses. Enfin, ça demande une technicité au niveau des sirops qui est vachement importante. Donc on a probablement, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense on vend probablement moins de grenadines ou de menthe qui sont en fait des fondamentaux ou des basiques, et par contre avec une explosion en fait des saveurs différentes qui sont proposées dans un point de vente. Ok, ouais, c'est intéressant. Et Ah oui. tu me disais en off aussi que tu revenais de Distriboisson. C'est quoi qui préoccupe les distributeurs? Il y a quoi quel sujet les anime, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un Ah petit peu? oui. Bah, d'abord, il faut avoir conscience que Distribution, c'est un acteur national. Donc, en fait, c'est un acteur qui a une vision du marché ou une compréhension du marché enfin, sur laquelle il peut construire au travers des études. Donc, lui, il a accès, en fait, à des outils de stats ou de benchmark qui sont des outils qui n'existent pas au niveau local. Et donc, il nous apporte une grille de lecture nationale sur les grands enjeux, les grandes tendances. Donc, on en a parlé tout à l'heure, typiquement, le sans-alcool est une tendance qui augmente et dont l'intensité et comment dire, la démultiplication des propositions est en train de se faire de manière évidente. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est sucré, chocolaté, un peu l'approche coffee shop, au sens, tout ce qui va être boisson chaude, Réconfortante? parfumeuse.
Ouais, un peu réconfortante, voilà, chaleureuse. Cette partie-là, aujourd'hui, est une dimension que les coffee shops expriment de manière très claire, très visible, et que les restaurateurs, en tout cas, vont devoir apporter une réponse similaire parce qu'ils ont le matériel pour, à eux, de savoir se développer le savoir-faire pour le faire. Typiquement, cette partie-là doit effectivement monter en puissance. Et après, effectivement, il y a toute la partie euh, montée en puissance des acteurs locaux et régionaux. On voit des acteurs régionaux monter en puissance et se renforcer là où avant on n'avait que des industriels, et c'est une bonne chose de voir effectivement maintenant des gens, enfin, en tout cas des acteurs qui montent en puissance, mais qui ont un ancrage local avéré. Ok. Et est-ce qu'il y aurait des sujets dont on ne parle jamais publiquement et qui mériteraient d'être mentionnés ici? Je pense qu'une une des parties qui est la moins prise en considération dans les acteurs que tu reçois ou dans le marché en tant que tel, c'est l'encaissement. C'est con, mais aujourd'hui, il faut avoir en tête ou en conscience que la restauration est en difficulté, ou en tout cas dans des moments qui sont compliqués pour les acteurs de la restauration. Et donc que ça leur rend difficile à eux de payer leurs factures. Par voie de conséquence, moi, ça me met en stress au niveau de la trésorerie, sachant que moi, en fait, je paye les fournisseurs, entre guillemets, à l'avance. Toute cette chaîne, cette verticalité, on n'en tient pas nécessairement compte dans la dimension marketing, la partie commerce, la partie logistique, mais c'est une dimension importante. Et hélas, cette notion est une notion fondamentale pour tous les acteurs de la chaîne, hein, parce qu'on a tous besoin effectivement d'être payés pour payer les fournisseurs. Or, on a tous, à l'époque du Covid, bénéficié du soutien de l'État au travers des PGE, qui étaient des prêts garantis par l'État, qui ont été mis à disposition en fait des restaurateurs et de la verticale, de façon à soutenir la filière pour pas qu'elle s'effondre. Pendant le fait que, faut quand même avoir conscience que nous, en tant que grossistes et les restaurateurs, on a été fermés pendant pratiquement un an, étalé sur 2 ans. Donc, c'est comme si on avait arrêté de bosser et qu'on avait des charges à payer. Donc, on a été sauvés ou soutenus par l'État, et tant mieux, parce que sinon, je pense qu'on aurait tous disparu. Mais qu'aujourd'hui, ces emprunts arrivent sur leur date de fin, et donc on est sur les dernières échéances à payer de remboursement. Et donc, ça met toute la filière en pression. Donc ça, c'est pour le PGE numéro 1, ça se termine cette année. Il reste le PGE numéro 2, donc la deuxième année de Covid, sur laquelle il y a eu une deuxième séquence, une campagne de PGE qui a eu lieu. Et donc, on a encore cette année et l'année prochaine, qui sont des zones de tension de trésorerie, et qui amènent évidemment de la friction entre les restaurateurs et nous, et les producteurs et nous. Ok. Et avec le contexte géopolitique actuel, est-ce que c'est des années difficiles au final pour la distrib? Bah, nous, de toute façon, on a vécu des années quand même assez complexes depuis longtemps. On a vécu des gilets jaunes. Alors, je parle là pour le coup sur la région parisienne parce qu'on avait une concentration en fait des impacts sur la région parisienne. On a eu des restrictions de circulation qui ont été très importantes sur la région parisienne. On a eu des événements sportifs, notamment les JO, qui sont venus se placer dans Paris, donc figer Paris. Et, euh, et hélas, pour des raisons de sécurité, ont limité les consommateurs qui venaient pour l'événement sportif à hériter ou profiter en fait de la restauration parisienne. On a quand même plein d'endroits dans lesquels on avait le restaurant qui était présent, il y avait un grillage, et donc les gens ne pouvaient pas accéder au point de vente parce que les grillages, qui étaient liés à des raisons de sécurité, hein, que je comprends, mais ne pouvaient pas accéder au point de vente. Donc on a demandé au point de vente à l'époque de faire un effort de disponibilité, d'ouverture pendant les JO, parce que l'hôtellerie et la restauration sont quand même des marques de fabrique de l'hospitalité à la française ou de Paris. Donc les gens, j'ai vu beaucoup de restaurateurs surinvestir pour être présents à ce moment-là, avec des équipes dimensionnées, avec des stocks déportés supplémentaires pour être sûr de ne pas tomber en rupture du fait des afflux de consommateurs, et de se retrouver derrière une grille. Bon, ça a été des moments qui étaient compliqués. Donc voilà, Mm. tous ces aspects-là ont, notamment là où quelque part ces restaurateurs pensaient faire une super année des JO, bah, ils se sont retrouvés à faire une année plutôt médiocre entre la météo et les JO qui se sont passés devant leurs yeux, mais pas sur leur terrasse. Et donc voilà, ça amène effectivement à des difficultés aujourd'hui sur la filière. Ok. Pour finir, si tu avais un conseil à donner à un fondateur, une fondatrice de marque de boisson qui veut structurer sa distrib en 2026, qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'il faut commencer en direct avant de passer par un distrib? Est-ce qu'il vaut mieux un gros distributeur national ou plusieurs régionaux?
Est-ce que la distribution, c'est un sujet de branding aussi? Bref, à toi le champ libre. Wow. J'aurais tendance à renvoyer les créateurs ou en tout cas les producteurs à l'exécution. En fait, je pense que toutes les histoires ou tous les marketing ou tous les storytelling. Alors, je connais pas un expert en fait du marketing en tant que tel. Donc voilà. Aujourd'hui, un concept, quel qu'il soit, a probablement est légitime à exister si il a été créé, c'est parce qu'il était pertinent ou qu'il adressait une clientèle. Je pense que la plus grosse difficulté pour moi, pour un créateur, c'est pas tant dans la conceptualisation ou l'expression de sa marque, mais c'est plutôt dans l'exécution et de faire en sorte que ça se passe de la manière la plus incarnée possible. J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux faire petit au départ, en direct ou au travers d'un grossiste. L'important, c'est de tenir compte que demain, il y aura besoin d'avoir un grossiste ou des intermédiaires dans la chaîne, donc on avoir conscience dans sa chaîne de valeur. Ça me paraît être essentiel pour éviter plein d'accroches, de problèmes derrière dans le développement. De peaufiner le début, en fait. Il faut faire bien les choses. Il faut accompagner les restaurateurs. Aujourd'hui, un restaurateur qui ouvre un nouveau produit, il doit former ses équipes, donner envie à ses serveurs de vanter le mérite de ce produit-là et de l'incarner. Toute cette partie de transmission humaine, elle est pour moi essentielle. Et c'est au travers de cette énergie qui aura été bien dépensée les premières fois que les bonnes pratiques et les bons process auront été mis en place et qu'on pourra démultiplier. Donc, l'image, la marque, le branding, comme on dit, le packaging, tout ça, c'est important. J'ai conscience de ça. Mais ce qui va faire la démultiplication sur le terrain, c'est d'abord de bien faire sur le terrain les premières fois, identifier ce qui marche bien. Et pour chaque marque, il y a des choses qui sont, pour chaque marque, il va y avoir des points de vente différents, il va y avoir des relations différentes. Identifier les bonnes caractéristiques qui font que ça marche bien et d'aller chercher et de démultiplier. Ok. Parfait, merci beaucoup David. C'est un plaisir. On peut te retrouver, toi et le groupe Millet, sur millet.fr. Millet, s'écrit MI2LIET.fr. Ouais, sur LinkedIn également. Moi, c'était vraiment un épisode important pour Super Potion parce qu'on entend rarement la voix de distributeurs dans cette filière et je pense que ça méritait vraiment d'être fait. Donc voilà, si vous avez une marque de boisson et que vous voulez transformer votre branding en référence de catégorie, vous savez où me trouver pour ma part. Et puis j'ai envie de dire à très bientôt dans un prochain épisode. Avec plaisir. De toute façon, je suis toujours à l'écoute un petit peu parce que j'apprécie beaucoup effectivement les épisodes au fur et à mesure et c'est intéressant de voir de quelle manière s'expriment en tout cas les nouveautés parce que souvent les gens qui viennent sont soit des acteurs qui ont créé, soit des acteurs qui créent et donc ça démontre la dynamique. En France, on aime bien les boissons. Ouais, on aime bien la boisson en France. Exactement. Allez, on se quitte là-dessus. À bientôt. À plus. Salut. Ciao.